Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon week-end. Bah, écoutez, moi je passe un très bon week-end. Je travaillais également sur l'article, comme promis, sur les monnaies fiat fiduciaires, donc l'euro, le dollar, etc. et pourquoi elles sont destinées à disparaître. Donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui que je vais aborder avec vous, parce que vous allez voir, ça bouge beaucoup en ce moment au niveau de l'économie et surtout des monnaies à travers le monde. Donc on entend beaucoup parler du dollar, de l'euro et de la guerre surtout entre le dollar et le reste des monnaies dans le monde, donc le yuan. Sauf que au final, quand on garde la tête dans le guidon comme ça, c'est vrai qu'on s'intéresse à cette guerre, mais en fait, il n'y a pas de guerre réellement enfin, il n'y a pas vraiment à s'intéresser à cette guerre-là parce que, en fait, toutes les monnaies sont destinées à disparaître. Et bien sûr, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment et pourquoi, en fait, toutes nos monnaies fiduciaires sont destinées à disparaître. Donc, je vais me baser sur des éléments de l'histoire au niveau de l'humanité, qu'en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, on prend jamais les leçons de l'histoire et qu'on répète les mêmes erreurs. Donc, j'ai parlé de l'Empire romain, notamment avec le denarius romain de l'époque. J'ai parlé également des causes de ces désastres monétaires qui conduisent systématiquement à la chute d'une valeur d'une monnaie fiat. Je vais parler de l'état actuel de nos nations et de l'état actuel de nos monnaies, dans quelle étape on se situe dans la destruction de nos monnaies fiat. Et enfin, je parlerai des solutions. Donc, bien évidemment, vous me voyez venir, je vais parler des solutions, notamment de l'or, de l'argent et du Bitcoin. En rappelant au passage, bien évidemment, que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement. Voilà, donc bien sûr, je vous invite à continuer avec moi bien tout le long de cette vidéo. Et puis, bien sûr, avant d'aller plus loin, moi, je vous invite à voir mon trailer. Donc c'est parti, j'ai mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude. Donc pourquoi les monnaies fiat sont-elles destinées à disparaître? Donc déjà, je rappelle qu'une monnaie fiat ou le terme fiduciaire, ce sont des monnaies qui sont émises par les autorités financières que nous connaissons, donc les banques centrales, les gouvernements. Et donc c'est quelque part des monnaies qui sont émises donc par les banques centrales. Voilà, donc c'est monnaie officielle. Et donc le problème, c'est que là, je fais le lien avec le contexte géopolitique dans lequel nous sommes en 2023, c'est qu'on est en train d'accumuler, si vous voulez, toutes les crises multifactorielles qui permettent en fait de cristalliser une crise économique, c'est clair, mais surtout une crise monétaire et surtout une guerre monétaire. Et on le voit bien avec la guerre entre les États-Unis avec le dollar, et de l'autre côté, le BRICS, l'alliance du BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui cristallise autour de tous les pays qui veulent échapper à la puissance du dollar pour se réfugier vers le yuan numérique, notamment. Et sauf que, personnellement, je rigole quand je vois ça, parce que je dis, ils se font tous la guerre pour quelque chose qui est très éphémère au final, et donc, c'est le but de cette vidéo, Et donc, pourquoi et comment? Eh bien, tout simplement parce que la durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire est de seulement 27 ans. Au niveau, donc, de toutes les monnaies fiduciaires, enregistrées, on va dire, connues dans l'ère du temps de l'humanité, eh bien, la durée moyenne, c'est 27 ans. Donc on va voir un peu tout ça, mais déjà je vais vous donner l'exemple de l'Empire romain. Donc l'Empire romain, alors c'était pas vraiment l'Empire romain, c'est plutôt Rome à l'époque encore, parce que ça datait de 80 années, 80 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc pour vous dire, il y a plus de 2000 ans. Et donc, c'est passé ce qu'à l'époque, en seulement 5 ans, donc les historiens ont noté, donc grâce à l'histoire justement des pièces de monnaie, qu'en seulement 5 ans, en fait, il y a eu une crise monétaire à Rome, et donc, les valeurs donc, des pièces de monnaie ont drastiquement chuté, puisqu'elles ont été remplacées, donc à la base c'était de l'argent réel, comme de l'or de l'argent réel, et cet argent réel eh bien, a été remplacé par des alliages de cuivre, petit à petit, au sein de Rome. Et donc, ça, ils expliquent, les historiens, qu'entre 91 et 88 avant Jésus-Christ, en fait, Rome a subi une guerre civile et également une grave crise sociale liée également à l'inflation. On retrouve, comme par hasard, on trouve les mêmes termes. Et pourtant, à l'époque, ils se tapaient dessus avec des épées. Nous, aujourd'hui, on se tape dessus avec des armes à feu, etc., des balles. Et eux, ils étaient encore à l'époque des épées et tout, des boucliers, machin. Et donc, on veut dire que la crise sociale a également, à l'époque, on retrouve les mêmes termes, eh bien, a débouché sur une crise de la dette
puisque l'Empire romain, en fait, devait à l'époque financer forcément les budgets militaires pour mater les rébellions, les troubles sociaux, les guerres civiles, etc. Et donc, tout ça, je l'ai retrouvé de ces informations-là dans lefigaro.fr en source, vous voyez, et donc là, des monnaies conservent la trace d'une profonde crise économique et politique de la République romaine de l'époque. En fait, c'était la République romaine, c'était pas l'Empire romain, pour être précis. Et donc, faut savoir qu'à l'époque, donc, la République romaine a été en fait basée sur le denarius. C'était la monnaie officielle, donc c'était la monnaie fiat de la République romaine. Et donc là, j'ai l'article, vous voyez, que j'ai pris sur goldavenue.com de la valeur justement du denarius romain en argent réel. Et donc, au fur et à mesure du temps, donc en 250 ans d'existence de cette monnaie-là, et de la civilisation romaine également, eh bien, on a en fait une valeur en teneur en argent réel qui a chuté de 90% en 250 ans pour le denarius romain. C'est-à-dire qu'en 250 ans, on s'est retrouvé de 90% d'argent réel dans le denarius à 0%, ou alors c'était des très très faibles quantités d'argent, et tout le reste était du cuivre, voire même des alliages encore moins onéreux. Voilà, donc on voit là aussi, c'est assez étonnant quand même de voir ce genre de phénomène. Ensuite, donc couplé à cela, c'est pas fini, regardez également un fait étonnant, notamment l'inflation et l'impact donc de la chute de la valeur de cette monnaie, le denarius, et l'impact qu'elle a, cette chute, sur la vie réelle des gens à l'époque, des Romains, et notamment sur les soldats romains légionnaires. Et donc, devinez quoi? Devinez que les dirigeants de l'époque, pour compenser ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont simplement augmenté les salaires des légionnaires, et notamment de façon proportionnelle exactement par rapport à la chute de la valeur du denarius romain. Et donc en fait, on s'est retrouvé à la fin de la crise monétaire du denarius, eh bien un salaire qui est accordé aux légionnaires romains qui a été multiplié par 3 par rapport au moment où le denarius avait encore 90% d'argent, de teneur en argent réel. Donc là aussi, on retrouve quand même des signaux, enfin, extrêmement similaire à ce que nous sommes en train de vivre avec l'inflation, avec la chute de la valeur de nos monnaies, etc. C'est assez fou de retrouver les mêmes problèmes, les mêmes conséquences, les mêmes causes au final. Enfin, on va parler des causes, hein, bien évidemment, mais pour continuer dans ce schéma-là, je vais continuer donc à expliquer, à parler des exemples d'autres monnaies, et notamment donc la livre sterling britannique, parce que le denarius, lui, il a disparu en même temps que la civilisation romaine, que l'Empire romain à l'époque. Et bien derrière, après, vous avez eu d'autres civilisations, et donc la monnaie l'actuelle, la plus ancienne, au goût du jour, c'est la livre sterling britannique, qui, à l'époque, justement, pourquoi elle s'appelait livre sterling? Parce qu'elle a été nommée donc en 1560 par la reine Elisabeth I à l'époque, avec dans l'objectif de un livre sterling représentait en fait un livre d'argent réel. Sauf que, donc là je passe sur la source de truclondres.com, donc vous explique très bien dans leur petit article tout ce qu'il y a à savoir sur cet aspect-là de la livre sterling. Sauf que le problème, c'est que la livre sterling, durant toute son existence, pareil, elle a perdu 90% de sa valeur par rapport au denarius romain. Même problème. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais même pas en rêve, vous trouverez une seule pièce de monnaie en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, où vous pourriez espérer trouver de l'argent réel dans votre pièce de monnaie, même pas en rêve. C'est comme les pièces de monnaie euros. Aujourd'hui, les centimes, etc. Jamais vous trouverez de l'argent réel dans ces pièces de monnaie. Tout ça, c'est du nickel, c'est de l'alliage, enfin, ça ne vaut rien en tant que tel. Et si un jour vous trouvez de l'argent dans une pièce de monnaie, sachez qu'elles vaudront largement plus que la valeur intrinsèque qu'on leur accorde quand on va dans un magasin, quand c'est de l'euro, etc. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on constate que la tendance en fait des monnaies quand elles sont créées, des monnaies fiduciaires, a toujours tendance à chuter au fur et à mesure de son existence. Et d'autres cas qu'on connaît plus, c'est le dollar et l'euro. Le dollar, pareil, il est plus jeune, le dollar, mais lui, le problème, c'est que donc là, plus de 100 ans, et vous avez par exemple un article de letemps.ch, que vous avez là, qui disent qu'il y a 100 ans, donc 100 dollars,
il y a un siècle, ne valent plus que 3,5 dollars aujourd'hui. Donc pareil, c'est-à-dire qu'en 100 ans d'existence, le dollar a perdu plus de 90% de sa valeur. Même problème, même schéma. Et donc là, je parlais de l'euro, bien évidemment, qui nous concerne directement. Eh bien, l'euro, il a 20 ans. Donc il est très jeune. Et l'euro, malgré cela, regardez, donc j'ai un article de viepublique.fr, pourquoi l'euro est-il à son plus bas niveau depuis 20 ans face au dollar? C'est-à-dire que même par rapport au dollar qui est en train de se faire massacrer, on voit bien par rapport à ses 100 ans d'existence, il vaut plus rien le dollar, et bien même par rapport à cette monnaie-là, eh bien nous, notre euro, il arrive à perdre 15% en 2022 contre le dollar. Déjà. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème au niveau des monnaies, c'est qu'en fait sur le fond, il y a une vraie chute de la valeur véritable de nos monnaies. Bon. Et donc maintenant, je parlais des causes vraiment du désastre monétaire. Donc déjà, on voit bien que là, le schéma, il est le même. Hein. On l'a vu à travers les exemples que je vous ai montrés. Et donc notamment, je vois pas un peu sur le problème de la République romaine hein, de l'époque, et pas de l'Empire romain, de la République romaine, c'est que tout a commencé par une crise du budget des dépenses avec les budgets militaires notamment, qui ont conduit à une crise de la dette pour financer justement les budgets militaires. Avec la crise de la dette, eh bien, on s'est retrouvé en fait avec une impression massive d'argent de la part des autorités financières donc de l'époque, des dirigeants romains. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens numériques qu'on a maintenant avec l'injection de dette sur le marché. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé en fait la valeur en argent réel de leur denarius romain. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le moyen, quelque part, hein, je grossis un peu le sujet, l'événement, hein, mais ils ont trouvé ce moyen-là pour, quelque part, eh bien, continuer à financer leur économie et imprimer massivement de l'argent, si je puis dire. Ensuite, ça a conduit quoi? Ça a conduit à une chute de la valeur de leur monnaie, et donc à une hyperinflation, et donc une crise sociale. Et donc avec une crise sociale, la boucle est bouclée, parce que la crise sociale amène encore plus de troubles sociaux, donc une guerre civile, donc des budgets militaires, donc rebolote. Et donc finalement, on connaît le fin mot de l'histoire, hein. L'Empire romain, la République romaine a disparu, a fini par disparaître, en même temps, ou du moins, pas forcément en même temps, mais pas loin, que le denarius romain. Ou du moins, le denarius romain a peut-être été remplacé par une autre monnaie, et après, tout est reparti, mais sur un nouveau cycle. Et au final, l'Empire romain a fini par s'effondrer, justement, précisément à cause de ces budgets, qui étaient de budgets de dette qui étaient colossales, et également à cause des guerres civiles, puisque au moment où l'Empire romain a été envahi par les barbares, qui a signifié la fin de l'Empire romain, l'Empire romain était en proie à des guerres civiles multiples, avec en fait plusieurs petits empires dans l'Empire. Voilà. Donc on constate quand même que la monnaie et l'état de l'économie dans une civilisation, une nation, un État, est vraiment primordial pour le bien-être justement de cet État. Voilà. Si on a une mauvaise économie, on a un mauvais pool, si vous voulez, une mauvaise circulation du sang, entre guillemets, dans cet État. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu, je vous ai montré l'exemple de l'Empire romain, entre guillemets, de la République romaine de l'époque, on va parler de l'état actuel de nos nations là, actuelles en 2023. Et là, je pense que ça va être intéressant, donc accrochez-vous, bien évidemment, accrochez-vous. Donc déjà, première chose, je vous parle de la crise massive du budget des dépenses. Pour ça, je vais me baser sur des articles, des recherches, notamment de l'INSEE.fr. Donc là, vous voyez, je suis sur l'INSEE.fr, notamment pour l'économie française. Et regardez, donc là, j'ai dépenses et recettes publiques, un petit graphique. Et là, comme par hasard, vous voyez quoi sur le graphique? Vous voyez que là, il y a une décorrélation de plus en plus forte à partir de 1980. Et à partir de 1980, on a une décorrélation entre les dépenses, donc vous voyez, c'est la ligne en bleu, et les recettes, la ligne en jaune. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Les deux courbes, en fait, sont totalement décorrélées au fur et à mesure du temps et de plus en plus fortes. Et c'est-à-dire que là, même en 2020, quand on a eu la crise du Covid, avec toutes les dépenses qui vont avec et tout, on a une explosion littérale des dépenses par rapport aux recettes. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème au niveau de notre gouvernement français, c'est qu'ils sont pas foutus de gérer un budget, en fait, les mecs. Donc quand ils sont à l'ENA, là, je sais pas ce qu'ils leur apprennent à l'ENA,
ou dans leurs écoles. Mais il faudrait déjà peut-être qu'ils leur apprennent, avant tout le baratin politique et tout, de juste gérer un budget peut-être correctement, je sais pas, et après on en reparle. Parce que déjà là, on voit qu'il y a un vrai problème au fur et à mesure du temps, et ça, c'est pas un problème uniquement lié à la France. Et donc c'est pour ça que je vous montre également un autre article de notamment leséchos.fr, budget, les États-Unis peinent à se discipliner. Parce qu'effectivement, les États-Unis ont le même problème que tous les autres pays au final au sein de l'Union européenne, et même que tous les autres pays au niveau mondial, c'est que les pays n'arrivent pas à avoir des recettes plus fortes que leurs dépenses. C'est quelque chose quand même d'assez dramatique. Et d'autant plus dramatique que derrière, bah, forcément, quand vous avez plus de dépenses que de recettes, bah, vous devez obligatoirement vivre à crédit. Donc c'est valable pour un citoyen, mais c'est aussi valable pour un État. Or, aujourd'hui, nous, en Europe, en Occident, on est les champions de la dette, avec les États-Unis qui ont 30 000 milliards de dollars de dette, et nous, en France, donc là j'ai même l'article viepublique.fr qui le précise, que nous en France, on a une dette publique qui était de près de 3 000 milliards d'euros en 2022, et que là on a fait péter les plafonds encore en 2023, on a dépassé les 3 100 milliards de dettes déjà. Je continue, au niveau des dettes, regardez, j'ai un article de lemonde.fr, donc là on a un défaut sur la dette américaine provoquerait une crise financière mondiale, estime Janet Yellen. Donc Janet Yellen, c'est quelque part la secrétaire au Trésor américain, c'est quelque part la ministre, on va dire, je grossis un peu le terme, et de l'économie, c'est l'équivalent quasiment de notre Bruno Le Maire, nous en France. Bon. Sauf que pourquoi elle dit ça, Janet Yellen, et ça c'était récent, c'était au 21 janvier 2023 qu'elle tenait ses propos, eh bien elle tenait ses propos parce que tous les ans, c'est une particularité de la loi de l'économie américaine, c'est que tous les ans, les républicains, tout comme les démocrates, au sein de leur gouvernement, doivent valider, si vous voulez, la surélévation du plafond de leur dette. Donc on est dans un monde de fou, c'est que au lieu de dire, bon bah voilà, on essaye de réduire on fait tout pour réduire notre dette, pour réduire nos dépenses et augmenter nos recettes, eh bien ils en sont à dire, il faut qu'on vote une loi tous les ans pour relever le plafond de notre dette pour pas qu'on soit en défaut. Donc dans le monde de fou, et c'est exactement ce qui se passe tous les ans. Et là, pourquoi elle dit que là, Janet Yellen, elle semble inquiète, c'est parce que les républicains, qui sont les adversaires politiques donc de l'administration Biden, qui sont les démocrates, et or les démocrates et les républicains, ils se font la guerre depuis la nuit des temps. Ça remonte quasiment à la guerre de sécession, ils s'aiment pas, ils peuvent pas se voir. Et donc, eh bien, tous les ans, c'était la bataille entre les deux camps. Sauf que comme l'enjeu du pays est quand même souverain au niveau de la dette, que si la dette, le plafond de la dette n'est pas relevé, ça veut dire que les États-Unis sont en défaut de paiement, qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur dette. Comme tous les pays, hein, voilà. Et donc, c'est pour ça que tous les ans, notamment l'année dernière, ils ont réussi les deux camps à se mettre d'accord, mais 3 heures avant la fin de l'échéance. Pour vous dire. Et donc là, sauf que le problème, c'est que cette année, par rapport à l'année dernière, les deux camps semblent bien plus chauds, parce qu'entre-temps, on a la crise sociale, l'inflation qui est survenue encore plus forte. On a Trump, donc le chouchou des républicains, qui a été donc harcelé et mis en tôle, hein, quasiment, avec une arrestation donc, qui a fait grand bruit à un moment. Et donc, c'est vrai que les tensions n'ont jamais été au plus haut. Et là, c'est pour ça que les républicains sont très, très, très énervés contre le camp démocrate. Et on se demande s'ils ne sont pas prêts à risquer une banqueroute de leur pays pour mettre en difficulté notamment l'administration Biden. Et c'est pour ça que là, la Janet Yellen, elle s'inquiète, mais bon. Enfin voilà, donc pour vous dire où on en est dans un monde de fous, c'est qu'on en est justement à même plus réfléchir à comment réduire nos dettes, on en est à réfléchir comment augmenter le plafond de nos dettes pour continuer à vivre normalement dans le meilleur des mondes en fait. Voilà, donc ça c'est pour vous dire vraiment, donner un peu l'ordre de grandeur. Et là j'ai un autre article de lepoint.fr, impasse politique et mouvements sociaux, Fitch, donc l'organisme Fitch, dégrade la note de la France. Donc il faut savoir que cet organisme Fitch, c'est un organisme qui note donc, tous les pays dans le monde, notamment, enfin du moins il est spécialisé dans ce genre de notation, au niveau des dettes, et au niveau de l'économie, et au niveau de l'aspect social. Et donc là, la France, qui était gradée AA avant, eh bien, elle s'est fait dégrader au niveau de la note, elle est passée AA- par l'organisme Fitch, justement à cause des troubles sociaux, mais également au niveau de la dette. Donc là, ça signifie que plus le temps passe,
Et plus on constate que les dettes grossissent et que les gouvernements ont de plus en plus de mal à justifier, premièrement, leurs dettes, leurs dépenses, mais également ont de plus en plus de mal à s'en sortir tout simplement avec leurs dettes. Et donc, pour vous dire à quel point ça amène tout ce problème de budget, de dette, et ensuite, eh bien, ça amène au problème d'impression massive d'argent. Et quand vous entendez que, d'ailleurs, je vous parle souvent de l'impression massive d'argent, la planche à billets, etc., eh bien, c'est justement quelque chose qui est indispensable au niveau des banques centrales pour financer, en fait, le budget des dettes des nations qui ne fait que grossir. Et donc là, l'exemple récent, c'est par exemple la Banque Centrale Européenne qui, en 2022, a financé quasiment les 3 quarts des budgets de l'Union Européenne et des pays de l'Union Européenne, mais qui, en 2023, s'est retrouvée quasiment en difficulté avec un bénéfice jamais vu, nul depuis 2004. Et donc là, la Banque Centrale Européenne, elle a paniqué et elle est en train de dire, là, en 2023, que finalement, elle ne financerait plus les dettes des pays membres de l'Union Européenne parce que sinon, elle se mettrait en difficulté. Et donc là, c'est panique à bord pour les pays membres de l'Union Européenne qui vont devoir trouver des investisseurs privés pour bien, alimenter leur dette, tout simplement. Et donc là, j'ai un autre article, cette fois de la Réserve fédérale américaine. Là, je suis directement sur le site de la Banque centrale américaine, vous pouvez le voir, avec notamment la balance sheet, comme on appelle ça, c'est-à-dire le bilan depuis donc 2008 de la Réserve fédérale américaine. Regardez, depuis 2008, le bilan a littéralement explosé jusqu'à 8 000 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'il a fait un x8 le bilan. Et je rappelle que le bilan de la Réserve fédérale américaine, c'est quelque part le montant d'argent qu'elle a prêté à droite à gauche au sein de son économie, à travers des bons du trésor, à travers plein de choses. Et donc, là, on voit par exemple le dernier exemple en date, c'est que là, en février donc 2023, mars 2023, vous savez, on a eu la crise bancaire. Et qu'a fait donc la Banque centrale américaine? Elle a injecté 300 milliards en une semaine. C'est la petite courbe que vous pouvez voir là, c'est l'anecdote en fait pour montrer l'exemple dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons. Pour financer et pour empêcher une crise systémique bancaire, la Banque centrale a octroyé à toutes les banques régionales des États-Unis un petit prêt de 300 milliards de dollars. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une balance sheet qui a explosé de 300 milliards en une semaine aux États-Unis, ou 2 semaines. Voilà. Et c'est comme ça pour tout, notamment la crise de 2008. Regardez, crise de 2008, la balance sheet de la Réserve fédérale américaine a été multipliée par 2, plus de 2. Simplement parce qu'elle a injecté de l'économie, elle a imprimé de l'argent, quelque part, entre guillemets, numérique, et elle a prêté de l'argent à tous ceux qui en avaient besoin pour stabiliser, perfuser le système. Et c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Donc en fait, le monde est bourré de dettes, tout le monde, même les banques, parce que les banques savent très bien qu'il y a une partie de l'argent qu'elles prêtent qu'elles ne reverront jamais. Donc au final, c'est des dettes pour elles inversées. Et donc, elles peuvent même être en difficulté, puisque si elles le font trop, derrière, elles peuvent ne jamais recevoir d'argent et donc être en balance négative. Bref. Voilà. Et donc, pour finir, en position 4, vous savez, c'est l'hyperinflation et la crise sociale. Nous ne sommes pas encore en hyperinflation, mais nous sommes en inflation. Ça, c'est sûr. Je pense que vous l'avez tous vu. Et je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais le problème, c'est que, en fait, ce problème-là, qui est essentiellement lié aux monnaies fiat, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'hyperinflation et de la chute de la valeur des monnaies, c'est que nous empilons également toutes les crises à côté. C'est-à-dire la crise énergétique, la crise bancaire, il n'y a rien à voir, et également tout ce qui est la crise de confiance, crise sociale. Mais en fait, la crise sociale, c'est quoi? C'est une conséquence également de l'inflation, parce que les gens là sont dans la rue, c'est pas à cause uniquement de la retraite, c'est également à cause de l'inflation. Donc bizarrement, on est en train de revivre, comme vous l'avez vu, le même schéma, différemment à peu de choses près, de la République romaine d'il y a 2000 ans, quoi. Et sauf qu'à l'époque, eux, les dettes, c'était leur budget militaire qui les plombait. Mais nous, c'est autre chose. Nous, c'est parce qu'on a des incompétents à la tête de l'État et on ne sait pas ce qu'ils font de notre argent, en fait. Voilà, bon. Et donc, pour là, je me base sur également 2 articles. Donc, latribune.fr, retraite, crise politique, crise sociale et maintenant. Pour vous dire dans quel état aujourd'hui nous en sommes. Nous sommes bien en crise sociale, en crise politique également, et également en crise bancaire. Vous voyez, lecourrierinternational.com, j'ai l'article Perspective, la crise bancaire menace la croissance mondiale selon le Fonds monétaire international. C'est même pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international. Bon, voilà.
Et donc, bien sûr, ben, la prochaine étape, si on se fie à la République romaine et aux anciennes civilisations qui ont eu les mêmes problèmes monétaires, eh bien, c'est la fin d'un modèle civilisationnel. Bah, on l'a vu, hein, l'histoire nous l'a dit. Voilà. Donc, les solutions. Maintenant, parce que là, c'est vrai que je vous ai balancé ça comme ça, là, en bloc, ça fait un peu chaud. Mais maintenant, je vais parler des solutions. Et on va analyser encore plus les solutions, notamment liées au Bitcoin. Parce que là, c'est aussi intéressant de voir pourquoi. Là, je vous montre un petit peu pourquoi je pense qu'au niveau de la philosophie, que le Bitcoin représente une alternative vraiment efficace au modèle fiat. Et que contrairement à qu'on veut nous faire croire que le Bitcoin, c'est pas un truc sorti du chapeau, Bitcoin, enfin Ponzi, etc. Non. Parce que vous allez voir. Donc déjà, il y a plusieurs solutions. Il y a l'or et l'argent. Je vous l'ai dit, la base à l'époque, c'était tout transité par l'or et l'argent, parce que l'or et l'argent, c'est des ressources naturelles rares. Alors, premièrement, j'insiste vraiment sur le mot rare, contrairement aux monnaies fiat. Les monnaies fiat, la différence, c'est que vous pouvez en imprimer en masse. On l'a vu, c'est-à-dire que les banques centrales peuvent les prêter et créer de l'argent finalement sans corrélation de richesse dans le pays concerné. Et en face, tout le monde reçoit de l'argent, tout le monde est content. Sauf qu'à terme, cette infinité d'impression d'argent finit également par créer une perte de la valeur, du sens de cet argent-là. Ça ne peut pas être le cas avec l'or et l'argent, parce que l'or et l'argent, comme c'est des ressources naturelles, il n'y en a pas à l'infini, on ne peut pas en créer sur Terre. On ne sait pas comment faire, ou du moins pour créer de l'or, ça coûterait tellement d'argent que finalement ça ne vaut pas le coup de créer de l'or. Bon. Donc, pour vous dire que sur Terre aujourd'hui, l'équivalent des ressources repérées d'or sur Terre représente à l'équivalent d'une maison, par exemple. Donc si vous accumulez tout l'or qui existe sur Terre, eh bien ça ferait un cube de 24 mètres d'arête, c'est-à-dire quasiment l'équivalent d'une grande maison. Bref, voilà, pour donner un ordre de grandeur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'or, eh bien, en fait, a un supply, un volume limité. Donc il est rare. Première chose. Donc ça, c'est le premier point positif de l'or et de l'argent, et ça explique comment et pourquoi, eh bien, l'or et l'argent représentent des valeurs universelles, indéboulonnables depuis la nuit des temps, on va dire presque préhistorique. Et maintenant, on va passer au Bitcoin, parce que le problème également de l'or et de l'argent, et pourquoi on a créé un système fiat plus tard au niveau moderne, c'était également parce que l'or et l'argent ne sont pas du tout pratiques sur un aspect mondialisation pour échanger des objets qui ont de la valeur. Parce que fallait gratter son lingot d'or ou sa pépite pour échanger. Ensuite, il faut peser. Bon, bah, c'est trop galère. Donc, si on doit faire ça à l'échelle de l'humanité, c'est trop compliqué. C'est pour ça que derrière, il y a eu tout cet aspect de billets, tout cet aspect de finances, etc. pour faciliter justement les échanges. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sous-système de catégories eh bien, est en train de chuter, et là, on est en train de chercher à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire l'or et l'argent, premièrement, et peut-être, donc là, je dis bien quand même peut-être, hein, parce que la technologie est quand même récente, peut-être le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, on l'assimile de plus en plus à l'or numérique. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que la première caractéristique du Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas en créer plus qu'il n'en existe actuellement, exactement comme l'or. C'est-à-dire que le Bitcoin, il y a un algorithme, il y aura 21 millions de Bitcoins, il n'y en aura pas un de plus en circulation. La première chose. Et deuxième chose, également, c'est que l'aspect du Bitcoin, pourquoi il est considéré comme de plus en plus comme l'or numérique, c'est parce qu'il faut le déterrer comme l'or physique à la pioche, à coup de puissance de calcul d'informatique à travers un algorithme. C'est le fondateur du Bitcoin qui l'a fait comme ça, c'est que vous avez derrière des personnes qui allouent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour justement déterrer les nouveaux bitcoins qui n'ont pas encore été mis en circulation sur la poche des 21 millions de bitcoins au total. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mineurs, justement. Et donc, tout ce système-là fait que vous avez vraiment une analogie numérique entre l'or physique avec l'or numérique que représente le Bitcoin. Et sauf que l'avantage du Bitcoin, c'est que comme on peut le fractionner en plusieurs zéros, c'est-à-dire vous pouvez acheter 0,0001 Bitcoin, et bien derrière, il peut y avoir une corrélation avec des centimes, etc. Et donc ça veut dire que derrière, là, on a un aspect pratique du Bitcoin, puisque ça ne changerait rien à nos achats, par exemple, numériques du moment, parce que si on peut acheter avec sa carte bancaire en Bitcoin, tant que les gens ne voient pas la différence,
c'est très pratique au quotidien. Et c'est le cas puisque aujourd'hui, il y a des plateformes exchange, il y a déjà des cartes bancaires crypto qui existent et qui permettent de faire des achats en Bitcoin avec des partenariats, notamment avec Visa, donc dans tous les magasins du monde quasiment. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est en train de se rendre compte que, effectivement, ce système donc, économique, en fait, on arrive au bout du système économique qu'on a créé avec les monnaies fiat, mais que ce soit il y a 2000 ans avec l'Empire romain ou que ce soit maintenant, et qu'en fait, on se rend compte que on a tout modernisé dans notre société depuis des milliers d'années, sauf l'aspect monétaire. C'est-à-dire que l'aspect monétaire, on a peut-être modernisé l'aspect numérique des choses, mais on n'a pas modernisé les fondamentaux derrière, le fonctionnement derrière. Et l'aspect donc de volume, c'est par exemple ce qu'on retrouve dans toutes les monnaies, c'est que quand il y avait une crise, que faisaient les États? Eh bien, ils augmentaient le volume d'argent pour financer leur budget. Tous les États, dans toutes les civilisations, ont tous fait la même chose. Et ça résulte, toujours, les résultats ont toujours été les mêmes. Et donc là, l'avantage avec le Bitcoin, c'est comme il est décentralisé, personne ne peut être tenté, c'est ça le point, ne peut être tenté d'augmenter son supply pour financer ses budgets, ses dettes, eh bien personne ne pourra quelque part faire chuter la valeur du Bitcoin sur un point de vue mathématique. Voilà. Là, c'est la première chose, exactement comme l'or. Et comme par hasard, donc c'est pour ça que là j'en viens à la conclusion les amis, j'en viens par exemple à la valeur de l'or. Et notamment rien que depuis 2005, depuis les années 2000, l'or est passé de 10 000 donc, dollars, 14 000 dollars d'après ce que je vois là donc en 2004, à 60 000 dollars. C'est-à-dire qu'il a fait un x6. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'or qui a monté ou est-ce que c'est le prix des monnaies qui ont baissé? C'est ça la question. Et moi, je pense que c'est plutôt la valeur de nos monnaies qui est en train de chuter de façon drastique. Comme par hasard, on est en train d'observer une inflation monstre de plus en plus forte. Alors, on a les crises multifactorielles, mais en amont, quand on regarde les prix il y a 30 ans, je veux dire, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de guerre Russie-Ukraine. Et pourtant, déjà, il y a 10 ans, on observait que les prix étaient plus chers qu'il y a encore 10 ans d'avant. Tout simplement parce que la politique des banques centrales dans le monde, c'est de fixer une inflation automatique de 2% par an au niveau optimal. Il suffit d'aller sur le site de la Banque Centrale Européenne et vous verrez que le rôle de la Banque Centrale Européenne, c'est de fixer une inflation à 2% par an. Donc ça veut dire que tous les ans, tous les citoyens observent dans tous les cas, au minimum, une inflation à 2% par an. Voilà. Bref, donc ça c'était la petite aparté, mais là pareil, je fais l'analogie avec le graphique du Bitcoin. Donc là la source c'est coinmarketcap.com. Eh bien regardez, il y a en 2014, on était à un Bitcoin qui valait à peu près 100 euros. Et aujourd'hui, il en vaut 30 000 et il est monté au passage à 60 000 euros. 70 000. C'est étonnant de voir également que, alors les courbes ne sont pas similaires, bien évidemment, ni dans le temps, ni en valeur, mais quand même, on retrouve les mêmes mouvements, quelque part, fondamentaux. Et voilà. Donc, je trouve que pour ces raisons-là, déjà, je voulais féliciter toutes les personnes qui s'intéressent à la crypto notamment, justement parce que le Bitcoin peut également apporter une alternative, justement, mais beaucoup plus que l'aspect notre portefeuille individuel. Il peut peut-être représenter une solution, alors je dis bien peut-être, parce que je n'ai pas la science infuse, on ne connaît pas l'avenir, etc. Mais vu les raisons que je vous ai citées dans cette vidéo, eh bien, effectivement, le Bitcoin peut représenter peut-être une alternative, une révolution littérale, j'insiste bien sur la révolution, au niveau de l'humanité depuis des milliers d'années, sur le point de l'économie et surtout sur le point monétaire. On a vu que toutes les civilisations avaient rencontré le même problème au fur et à mesure du temps, que ce soit de l'Antiquité, au Moyen-Âge à aujourd'hui. Voilà. Donc les amis, bravo si vous êtes intéressés à ce genre de technologie, parce que peut-être vous ferez partie des gens qui bâtiront en fait le monde de demain, simplement. Simplement. Voilà. Et donc, écoutez, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez, si également vous partagez mon point de vue ou non, et pourquoi vous ne le partagez pas, c'est très important, parce qu'effectivement, je rappelle que je n'ai pas la science infuse, et qu'on est là pour débattre également de ce genre de choses.
Voilà, bon, sinon, eh bien écoutez, moi je vous dis à demain, parce que je fais une autre vidéo demain, alors cette fois sur la corruption, parce que là ça va de pair hein, avec le problème de nos dirigeants, aïe aïe aïe, enfin, nos dirigeants de façon générale en Occident, ailleurs aussi également, hein, mais là surtout sur l'Occident, eh bien je parlerai de la corruption à grande échelle de l'Union européenne, enfin Ursula von der Leyen et compagnie là, avec les affaires qui sont en train d'exploser là au fur et à mesure, enfin en tout cas qui sont vraiment mauvais et, et c'est pas prêt de s'arranger. Donc je vous expliquerai tout ça pourquoi demain, donc n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo demain également, si ce genre de sujet vous intéresse aussi. Voilà, bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et puis moi je vous dis à demain. Ciao, salut.